Voici Bibliothèque Médicis dans la magnifique annexe de la Bibliothèque du Sénat qui vous est désormais familière. L'émission est réalisée à partir de livres, vous le savez, c'est la tradition et le style de Bibliothèque Médicis. Aujourd'hui, le thème, si l'on veut, les mystères. Les mystères de personnages qui ont existé et qui gardent un parfum d'inconnu, de secret ou en effet de mystère. En parler avec vous, d'une certaine façon, c'est aussi leur rendre justice. Évelyne Levert, vous reprenez le flambeau de votre illustre mari, le grand et regretté Maurice Levert. Vous publiez chez Fayard Le Chevalier d'Éon. Charles, Geneviève, Louise, Auguste, André, Timothée, Déon de Beaumont, né dans Lyon en 1728 et mort à Londres en 1810. Et vous dites que pendant 49 ans, il est passé pour homme et 33 ans pour femme. Où est la vérité? Écoutez, l'autopsie dit que c'était un homme. Mais disons que sa célébrité est fondée sur une mystification qui l'a conduit à écrire. Ça a été un exutoire, car c'était un homme. Oui. Et il est mort en tant que femme. Et mystification voulue par lui ou qu'on lui a imposée? Les deux. D'abord voulu par lui, et puis il a été dépassé par les événements. Et c'était une personne du sexe imposé. Mais est-ce qu'il n'est pas dommage que l'on ait davantage connu le Chevalier d'Éon sur ses activités ou ses interrogations liées à son sexe, ou plutôt que sur ses activités de diplomate et de capitaine de dragon, ce qu'il était? Il est diplomate, il est agent secret, il est capitaine de dragon, et il est aussi écrivain, car c'est un aspect qui a été souvent négligé, et il voulait se faire passer pour un philosophe du sexe. Alors lui-même disait, d'après ce que j'ai lu, une vie sans queue ni tête. Et c'était faux parce qu'il avait bien l'un et l'autre alors. Il avait bien l'un et l'autre, mais enfin j'ai repris ce sous-titre parce que c'est lui qui le dit, et il dit, je ne sais, parce qu'il a laissé des textes autobiographiques, et il dit, je ne sais par où commencer, ma vie va dans tous les sens, et de temps en temps sous l'empire de la Lune, et de temps en temps sous l'empire du Soleil. Oui. Sous le règne de la Lune et sous l'empire du Soleil. Mais vous le racontez, il aura fait preuve presque toute sa vie, contrairement à ce qu'il dit là encore, de chasteté. Vrai ou faux, je ne sais pas. Car il n'a pas de désir sexuel. Et il n'a aucune vie de ce côté-là. Alors, je rappelle ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il a fallu l'autopsie après sa mort pour que les médecins reconnaissent qu'il avait tout ce qu'il faut pour être techniquement un homme, en principe. En principe. Madame Duong Tu Young, je suis heureux de vous recevoir. Merci. Vous écrivez un roman qui s'appelle Au Zénith, aux éditions Sabine Vespizer. C'est, je crois, une méditation sur les désillusions de la politique et du pouvoir, et en même temps une fresque qui est passionnante sur le Vietnam, qui a été ou qui est toujours votre pays? Qui a été et qui est toujours mon pays. Et donc, je ne suis pas un écrivain bourré des livres et des intentions comme les professions, professionnels pour chercher une histoire pour raconter. Je cherche quelqu'un qui a tué mon ami. Et donc, pour chercher la cause de cette meurtre, et donc je croisais l'histoire de Ho Chi Minh. Oui, voilà. C'est à la fois... Et c'est une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie. Oui. Et la terre, la France plutôt, est devenue la terre de votre exil, ou votre deuxième patrie, la France? Oui, je l'espère. Oui. Vous êtes française aussi? Non, pas encore, mais je suis sans papier parce que j'ai tout perdu les papiers dans votre pays, à Marseille. Combien de temps vous êtes resté en prison? Seulement 8 mois. Oui. Parce qu'un ordre d'arrestation provisoire qui dure 4 mois, et moi j'ai double ordre. Et où et comment vous avez appris notre langue, le français? Dans la prison. Parce que moi, je suis étant d'une source de famille propriétaire terrienne. Oh là là. On m'a privé toutes les études supérieures. Et donc, je suis totalement ignare envers tous les langages étrangers. Mais le jour qu'on m'a arrêté, on m'a donné ordre dans la prison. Tu n'auras rien, ni la presse, ni la télévision.
ni papier blanc, ni Mais stylo. vous avez eu droit à un dictionnaire que vous avez demandé? Non, il m'a dit que seulement un livre que tu apporte avec toi, soit un livre médicament, sur tous les médicaments, soit un dictionnaire. Et vous avez pris le dictionnaire? Parce que le dictionnaire de mon père, toujours là, sur la porte de ma main, voilà, je la porte. Et Et à partir du moment où vous êtes devenu rebelle et que vous avez commencé à résister et à combattre, vous parlez de vous et vous dites, je suis une louve solitaire ou une bête dans la jungle. Vous vous rappelez ce que vous avez dit? Oui, Pourquoi? voilà. Pourquoi? C'est la vérité, c'est ça. Je me sens toujours la bête de la jungle. Et je me sens toujours une rebelle éternelle. Ouais. Alors, nous allons voir ensemble les mystères de votre itinéraire. Dominique Fernandez, vous publiez chez Grasset, Ramon, socialiste à 31 ans, critique littéraire d'un journal de gauche à 38 ans, fasciste à 43, collabo à 46, votre père. Oui, mon père. Non, c'est un livre magnifique, poignant, je le dis tout de suite devant nous tous, comme une enquête douloureuse qui est menée au soir de votre vie sur le père dont l'ombre ne vous a pas quitté. Non, oui, moi j'avais 15 ans quand il est mort, et donc 65 ans. Et depuis 65 ans, le mystère de cet homme me tourmente parce que je ne comprends toujours pas, même après avoir écrit 800 pages, pourquoi cet intellectuel brillant, on en parlera je pense, Absolument. ami de Proust, de Gide, de Malraux, pourquoi il est devenu collabo alors qu'il n'avait aucune atome crochu avec l'Allemagne. Je ne parle même pas des nazis, mais je comprends pas. On en parlera, mais est-ce que vous portez toujours cette honte ou vous êtes libéré en l'écrivant? Non, enfin la honte, c'est lui qui l'a ressenti, je crois, parce qu'il savait très bien qu'il s'était trompé complètement. Mais son fils, mais sa famille. Eh bien oui, moi ça a été très... J'ai même exagéré, je crois. Je me suis senti coupable, alors que évidemment j'étais pour rien, mais c'est très dur quand même, en 45, en 44, j'étais au lycée encore, d'avoir un père collabo qui était très, très célèbre à l'époque. Oui, oui. C'était pas mais, quelqu'un mais, de... oui, mais il était célèbre, pas comme collabo, Les d'abord. deux. Les deux. Comme critique littéraire, comme éditeur chez Gallimard, enfin il était au centre de la vie intellectuelle, et comme collabo. C'est cette contradiction qui était le mystère et la honte à la fois. Et pendant tant d'années, vous avez porté ce souvenir en haut. Pourquoi maintenant l'écriture? Parce que vous pouvez être libre. J'aurais pas pu le faire avant, c'est comme très violent, parce qu'il y a ma mère aussi, c'est très intime, c'est l'histoire du couple aussi, et du ratage de ce Votre couple. mère est morte récemment, enfin, il y a quelques années. Ma mère, oui, vraiment, en 85, mais avant, j'aurais pas pu écrire, et puis c'était trop proche. Il a fallu attendre que ça devienne... que l'histoire, enfin, s'installe entre nous. Un peu. Vous écrivez, Dominique Fernandez, vous-même, « Je suis né de ce traître. Il m'a légué son nom, son œuvre, sa honte. Au centre de ma vie depuis l'enfance, aimer ce qui est interdit, puisqu'on m'interdisait d'aimer l'objet de mon amour. » Donc, dès le début du livre, voilà, on est fixé. On va en parler là aussi, à la fois son itinéraire et ce que vous en avez gardé. Charles Dantzig, tout à fait autrement, chez Grasset, l'encyclopédie capricieuse du tout et du rien, à déguster, mais en prenant son temps. Vous avez le goût des listes. J'ai noté qu'il y avait près de 270 listes. Il y en a 800 pages en tout cas. Oui, c'est un projet que j'ai eu. Je me suis dit un jour, tiens, si tu essayais de faire un objet littéraire à partir de quelque chose d'aussi rudimentaire qu'une liste, parce qu'au fond, tout le monde fait des listes. On fait des listes de courses à faire le matin, on fait des listes d'amants ou de maîtresses, tout le monde fait des listes. Et c'est la forme la plus proche qu'ont les gens de la littérature. Mais souvent, c'est très rudimentaire. Donc j'ai essayé. Et alors, comment vous procédiez déjà? Eh bien, c'est devenu une espèce de manie, parce que j'ai commencé en 96, donc de 96 à maintenant, j'ai été une espèce de maniaque qui pensait par liste. Par exemple, je vous aurais croisé dans la rue pendant que j'écrivais les listes, je me serais dit, tiens, Jean-Pierre Cabal, dans quelle liste pourrait-il aller? Que représente-t-il? Que symbolise-t-il? Parce que chaque liste est rangée par catégorie, selon certaines... Mais vous auriez pu mettre dans la liste des imbéciles ou des cons, parce que vous gardez de très nombreuses pages sur les listes de cons. Oui, je me suis rendu compte que j'étais invité au Vietnam il y a quelques années. Au Vietnam, on a 27 mots pour le mot pluie, parce qu'il y a la pluie du matin, la pluie du soir, la pluie des... Vous pouvez me confirmer ça, j'espère. Eh bien, je me suis dit, quel est l'équivalent en France? Chaque pays doit avoir son mot symbolique. Et quel est le mot pour lequel en France nous avons le plus d'acception? C'est le mot con. Il y a le petit con, le sale con, le gros con, la connasse, la conne. Il y a des variations infinies, c'est très moiré. Alors, quant à savoir si c'est parce que nous le sommes, je vous laisse juger. Non. Et
et je ne fais pas partie sans doute des listes des gens les mieux habillés. Ah si, mais, ça, Jean-Pierre. Mais des plus mal habillés? Non, ça, Jean-Pierre, vous savez, Alors, dans les mieux qui habillés. sont les mieux habillés? Les mieux habillés, par exemple, je trouve que le personnage de bande dessinée Mandrake, vous savez, le magicien est très bien habillé. Je trouve que le duc de Windsor était bien habillé. Je trouve que tous les toreros sont bien habillés. Ça, oui. Je les trouve- cantateurs, ils sont les chanteurs d'opéra aussi, parce que vos deux passions, Oui, c'est l'opéra, vrai, c'est vrai. l'opéra et le. C'est vrai. et la Et en comédie. revanche, dans les gens, il y a des gens qu'on dit très bien habillés, que moi Par je trouve exemple plutôt mal habillés. Par exemple, David Bowie, qui passe en général, qui est dans les listes de Vanity Fair, vous savez, le grand magazine américain, comme le mieux habillé de la planète. Pour moi, ça m'étonne beaucoup. Ou Brad Pitt, ou Nicolas Sarkozy, on peut dire, par Il n'est moment. pas bien habillé? Sarkozy, c'est un peu le. C'est les grands tailleurs. Oui, mais c'est le seul homme alors qui est habillé par les grands tailleurs qui a l'air d'être habillé par ces. Hein. Et vous citez parmi les gens bien habillés Karzai, parce qu'il a ses grands Oui, cartes. Karzai, le président de l'Afghanistan, très Ouais. chic, avec ses beaux ses Vous beaux vous promenez bonnets. quoi? Avec un carnet, un stylo, et vous observez, vous avez plusieurs listes, et chaque fois vous dites, tiens, celui-là, je le mets là ou là. J'ai un palme, c'est ma main. Bah, J'ai écrit dans ma main. Et vous humez les parfums des peuples, des pays. Par exemple, sur les villes, vous dites les couleurs des villes. Oui, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais par exemple, je trouve que Paris a une couleur gris pigeon, je trouve que Londres... Caire. Le Caire, je trouve que Brooklyn est plutôt biscotte. Je trouve que Londres a un côté spéculoos. Vous savez, les biscuits belges, ça, Oui. c'est ce brun un peu particulier des spéculoos. Chaque ville a sa Venise, couleur comme assez. Venise, par exemple. Venise et corail, je dirais. Et avec vous, l'adjectif a un sens lourd. Il y a 3 ans et demi, je me souviens que vous aviez enchanté avec le dictionnaire égoïste de la littérature. Vous étiez venu en parler, Bibliothèque Médicis. Il paraît d'ailleurs en livre de poche. Je l'ai vu dans toutes les librairies de Saint-Germain et un peu partout. Et aujourd'hui, l'encyclopédie est capricieuse, c'est-à-dire qu'elle est tendre, douce, malicieuse, capricieuse. Vous êtes assez libre pour rechercher le plaisir et partout le caprice. Mais oui, mais d'ailleurs, je le dis en épigraphe du livre, caprice est un mot très défini dans le dictionnaire qui veut dire forme d'art singulière, comme en musique, si vous voulez. C'est exactement la même chose. Et surtout, je voulais choisir un adjectif qui ne me donne pas trop l'air d'être... C'est comme égoïste, quoi. C'est toujours un peu plus chic de se déprécier un peu soi-même. D'autant plus que vous aimez bien être en votre compagnie. En votre compagnie. Oh, Vous ne vous détestez pas. Quoi. Non, Hein? pas Non, ça, pas c'est tellement. ça, c'est vrai, ouais. Non. Vous dites la liste des choses douces le matin. La liste des choses douces le matin, par exemple, ce sont les plages. Les plages à 7 h du matin, je trouve ça très doux. Et de même à 7 h du soir. Mais entre les deux, je trouve ça moins doux. Je trouve que traverser la place de la Concorde le matin, c'est très beau parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de voitures. C'est pour moi une des plus belles places du monde parce qu'il n'y a pas absolument un brin de nature. On dirait que c'est pour la place de la Concorde que Baudelaire a écrit « Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre ». Je trouve que... Le début du coucher de soleil en avion, Oui. et traverser la Seine. Comment? Traverser à la la neige? Seine. Non, à la neige, Non, pas non, du en tout. voiture, vous savez que c'est un des charmes de Paris, c'est que Paris est la capitale qui a le plus de ponts, je crois que nous en avons 38, et ce qui fait qu'on peut traverser Paris à des tas d'endroits, c'est très différent par exemple de Londres, qui a très peu de ponts, où la Tamise n'existe pas. Ça fait que la Seine est comme une écharpe qui passe au milieu de Paris. Il publie des listes de règles pour réussir. Comment on fait? De règles pour réussir, il faut, par exemple, à mon avis, ne jamais contredire un chauve maigre en public. S'il y avait un chauve maigre en face de moi, je ne contredirais pas parce les chauves maigres ont un air de vertu, de noblesse, etc. Et ça peut être un voyou, surtout à la télévision où l'image seule parle. J'aurais l'air, moi, du voyou si je le contredisais. Et- Si on est un escroc, il ne faut pas être bronzé, par exemple. Parce que ça donne tout de suite l'idée qu'on passe un peu trop son temps à la plage au lieu d'avoir l'air sérieux. Et pourquoi il ne faut pas reconnaître ses torts? Parce que si on reconnaît ses torts, la société vous saute dessus et vous dit tu as eu ces torts-là. Il ne faut jamais dire ce qu'on a fait. Et vous n'avez pas l'impression d'être quelquefois iconoclaste, mais injuste, Si, sûrement, mais trop tranché, je m'en amuse. trop subjectif, arbitraire. Mais je m'en amuse, c'est ça qui fait partie de la... Heureusement. Oui. Heureusement, C'est ça il qui faut- fait le il faut charme. être arbitraire. Et, Oui, et- sinon, et l'humour. sinon, c'est le consensus mou, c'est Ouais. le cliché. C'est pas le genre. Hein. Non, non. Les Français se détestent, les Russes se déplorent, les Anglais se raillent, les Polonais se plaignent, les Italiens se regardent, les Américains s'observent. Oui, c'est une liste sur les peuples. Il y en a une autre où je dis aussi que, par exemple, on ne peut jamais flatter un Espagnol, tellement ils sont fiers, par exemple. Mais on ne peut jamais flatter Danzig. Si, il le fait au contraire. lui-même. Il n'a pas besoin du de personne. Pas du tout, vous ne faites pas assez, Jean. Non, non, non. Capricieux, égoïste. Les Vietnamiens, on dirait que c'est un peuple qui se détruit, qui se combat lui-même. Ah, ça, hélas. Mais il y a une liste
tyrannie moderne dans mon livre, et où ce que disait Madame me frappait d'ailleurs tout à l'heure assez, c'est que le défaut des dictatures, et qui permettent malgré tout, et c'est le défaut probablement qui vous a servi, c'est que les dictatures permettent toujours un livre. L'affreux Fidel Castro raconte toujours que quand il était en prison sous Batista, il avait le droit de lire un livre, et il a lu l'histoire de la révolution de Thiers, de la révolution et de l'Empire. Et voilà, ça lui a donné des idées de révolution. J'aime bien que dans la liste des lieux sublimes, vous rangiez les lignes à haute tension. Ah, je trouve ça merveilleux, les lignes à haute tension. D'abord, je trouve que esthétiquement, c'est très beau. Tout le monde trouve ça très laid parce que, en général, tout le monde aime la campagne, mais moi, j'ai pas une grande passion pour la campagne. Donc, à partir du moment où l'homme y met sa marque et la marque de son génie, je trouve ça très beau. Et les lignes à haute tension, on dirait des grands géants aux bras abaissés qui transportent ces câbles. Et ces câbles, qu'est-ce que ça fait? Ça amène de la musique dans nos appartements, non? Si j'ai Maria Callas dans mon appartement, c'est grâce à ça. Et vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je dis que j'aime les lignes à haute tension. Est-ce que vous savez à quoi peuvent servir les listes et à qui? Les listes, ça peut servir à tout le monde parce qu'en général, les livres sont des objets très fermés. Que ce soit un essai comme le livre et ça n'est pas un mal, comme le livre de Dominique Fernandez ou un roman, c'est en général un livre fermé où l'auteur sait très bien ce qu'il veut et conduit le lecteur du début à la fin. Et le lecteur est à la marge, mais c'est la qualité de ces livres-là. Et là, j'ai voulu faire un livre où le lecteur passerait de la marge au centre parce que les gens peuvent intervenir. D'abord, il y a des trous, intentionnellement, et moi j'aime bien les livres avec des trous. Chacun peut faire sa liste, voilà, chacun peut dire l'écrivain de sa propre liste. Peut contredire, approuver, créer. Est-ce qu'il y a des listes tabous, interdites? Oui, par Ou exemple. que vous vous êtes interdit? Oui, par exemple, je ne pourrais pas écrire la liste des sottises que j'ai faites parce qu'elle serait aussi longue que ce livre-ci. Oui, une encyclopédie de plus. Voilà. Et donc c'est une sorte d'hommage, vous dites le tout et le rien, l'éloge du bric-à-brac, l'hétéroclite. C'est mon tour du monde et de la vie en 800 pages de liste, et c'est un livre où j'ai essayé de préserver ce que je crois la littérature est faite pour faire, c'est préserver les moments gracieux. Voilà, les moments gracieux de la vie qui sont si peu nombreux, alors que la vie, elle, est plutôt mal faite, pesante. Et vous dressez aussi une sorte d'autoportrait, parce qu'à 21 reprises, j'ai compté, il y a un autoportrait, on voit les multiples Danzig. Où est Danzig? Dans toutes les listes. Il est probablement dans toutes les listes, oui. Et voyez que c'est assez peu, parce que 21 sur 300, vous dites que je me regarde, c'est très peu. Vous êtes modeste. Et vous reconnaissez quand même que vous êtes un peu snob, hein? C'est vous qui dites, vous racontez que pour vos emplettes, vous allez à Londres, vous y achetez votre dentifrice. Bah oui, mais j'achète un dentifrice pas cher, qui est moins cher qu'à Paris. Mais de marque achetée là-bas. Vous ne portez pas à voir les chaussettes noires? Pas de chaussettes noires. J'ai des chaussettes noires. Mais pourquoi? Si, pas de chaussettes blanches. Les chaussettes noires, non. Les chaussettes noires. Mais je ne suis pas snob parce que les vrais snobs vont chez un fournisseur de Rome qui fournit les cardinaux. Ils achètent des chaussettes rouges et des chaussettes fuchsia. Ça, je trouve ça un peu. J'en connais qui ne sont pas cardinaux et qui portent des chaussettes rouges. Voilà. Je me dis, pas qui. On a connu. Dans le Figaro, ils sont parfois des politiques ou des artistes. Oui. Dominique Noguès, dans le Figaro, trouve que le livre ressemble à une conversation. Je pense qu'il a raison. À chacun son dentier. Vous en voulez un? Vous en donnez un aussi. Non. Vous allez le lire. Evelyne Lévert, Charles, Geneviève, je dis Louise, Auguste, André, Timothée, Chevalier. Pourquoi ce mystère autour de lui? Ce mystère, c'est à cause de l'incertitude sur son sexe, l'incertitude de son identité sexuelle qui a fait beaucoup plus pour le Chevalier d'Éon que sa vie de diplomate, sa vie d'agent secret, qui est quand même une partie de sa vie très importante. Qu'est-ce qui lui vaut cet intérêt de tant de générations? Que vous écriviez au début du XXIe siècle, une sorte de biographie du Chevalier d'Éon. C'est une biographie du Chevalier d'Éon. Eh bien, parce que justement, aujourd'hui, on se pose beaucoup le problème du gender, le problème du genre. Qu'est-ce que le sexe? Est-ce qu'on est déterminé par le sexe que la nature vous a donné, ou bien est-ce autre chose? Et est-ce qu'on peut être un homme se pensant femme, une femme se pensant homme? Et je crois que c'est là, aujourd'hui, l'intérêt de ce personnage qui a toujours suscité l'intérêt à travers les générations. Vous dites, Evelyne Lévert, l'énigme de son identité sexuelle s'est posée très tôt dans sa carrière. Alors quand il s'est déguisé en femme pour la première fois, c'est parce qu'il avait le goût du travestissement, ou quelqu'un lui a, comme Louis XV, lui a conseillé, recommandé ou ordonné de se déguiser en femme pour telle ou telle mission. Louis XV non, ça c'est la légende. Louis XV ne lui a jamais demandé de se déguiser en femme. Sa carrière politique a commencé, disons, de façon romanesque, mais qui reste classique. Il est devenu un agent secret du roi et en même temps un diplomate officiel. Il avait donc déjà une double mission. Il est envoyé en Russie, il négocie... En Russie, il va s'appeler Lia de Beaumont et il deviendra
Non, pas encore. Non, Et non, alors non, non, c'est une légende qu'on racontera après. Il part en homme. Dans sa première mission, il part en homme avec un Écossais qui est le chevalier Douglas Mackenzie, et ils s'en vont à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, ça nous donne une idée assez étrange de la diplomatie secrète de Louis XV, et ils négocient un traité d'alliance entre la France et la Russie. Et là, à ce moment-là, c'est le chevalier Léon. C'est le chevalier Déon qui est en quelque sorte secrétaire d'ambassade et qui va devenir secrétaire d'ambassade tout à fait officiellement. Mais quand on dit qu'il a été lectrice de la tsarine, C'est la la légende. C'est la légende, ce sont les bruits qu'on fera courir ultérieurement. C'est un homme et il n'y a pas de... Enfin, on ne se pose aucune question à ce moment-là. moment-là. On ne se pose aucune question. Et alors, quand ça mais, tourne mais, il y a quand même, à la cour de la tsarine Élisabeth, des bals un peu spéciaux. La tsarine Élisabeth, qui est pourtant une femme qui aime les hommes, donne des bals où on doit se travestir, c'est-à-dire les hommes arrivent habillés en femmes et les femmes habillées en hommes. Et il paraît que c'est un supplice pour la plupart des gens, parce que les vieilles dames habillées en hommes pensaient au costume de l'époque. Et lui, ça lui allait bien. Et alors lui, vraisemblablement, on n'en est pas sûr, vraisemblablement, il a pu prendre le goût du travesti. Mais il n'y a pas, alors et c'est ça qui est curieux chez lui, il n'y a pas de désir, n'est-ce pas, il ne se pense pas femme, et il est, je crois, profondément narcisse. Mais à ce moment-là, il a certainement goûté au travesti. Ensuite, sa carrière se poursuit. Il va en Angleterre, où il est secrétaire d'ambassade, où il négocie le traité de paix avec un ambassadeur. En homme ou avec des habits de femme? Toujours en homme. Et c'est un homme, il n'y a aucun problème là-dessus, du moins apparemment. Ah oui, la légende est tenace, oui, oui. Ouais. Et là, en Angleterre, il a un rôle tellement important qu'il devient même ambassadeur par intérim. C'est une carrière foudroyante et très intéressante. Et à ce moment-là, il vit toujours avec les habits d'homme ou avec les habits de femme? Toujours en homme. Alors. Il est toujours en homme. Donc il y a ambiguïté, il y a mystère. Il y a mystère. Et dans quelle liste vous le mettriez? Dans la liste des grands ambigus, non? Est-ce qu'il y a eu des prédécesseurs, à part Caligula, ou des hommes d'État qui... Non. C'est là, non, parce que justement, il y a eu des hommes qui sont devenus femmes, etc. Mais disons que leur renommée ne dépassait pas leur village et les environs du village. Lui est un personnage qui devient déjà célèbre. Il est connu. Caligula a fait ça, n'est-ce pas? Non, c'est déguisé en femme et a pris des décrets habillé en femme et s'est même marié à un homme, je crois. L'empereur. C'est Néron. Néron Oui. s'est marié à son esclave. Oui, mais ça reste quand même, Oui, disons... Caligula, c'est quelquefois déguisé. Oui, mais je bon. crois. Enfin, on n'a pas de, comment dire, de problème par rapport à Néron. On sait que Néron était un homme, mais que Néron aimait le travesti, mais que Néron était homosexuel. Bon, mais ça, c'est il pas... était capitaine de dragon. Ça, Alors- c'est la légende ou la vérité? Ah, c'est la On dit, vérité. il a participé à des batailles, il a fait preuve de bravoure, de panache. Oui, il est c'est vrai? même blessé. Et là, personne ne pense que c'est une femme. D'ailleurs, c'est un homme, et la façon dont il écrit, il jure comme un estafier, c'est véritablement, il est ce qu'on peut appeler viril. Seulement un jour, il y a un pamphlet contre lui qui dit que c'est un hermaphrodite. Il ne relève pas. Et il brise lui-même sa carrière. Il brise lui-même sa carrière par un certain nombre de maladresses. Et à partir du moment où il est sanctionné par le roi, il est sanctionné, il n'a plus de rôle diplomatique, mais il a un rôle d'agent secret seulement, il perd sa célébrité, et à ce moment-là, il fait courir le bruit qu'il est femme. Et il y aura un procès devant la cour du banc du roi d'Angleterre. Ce procès le déclarera femme. Et là, ça va être pour lui une sorte de viol, parce que ça a été un acte juridique qui l'a déclarée femme. Lui, il s'était amusé à mystifier le monde, et à partir d'un certain moment, on le déclare officiellement femme, et il va se persuader à ce moment-là qu'il est femme. Et ça va l'entraîner dans une sorte de délire. Ça va être une conversion. Que tant de temps après, l'énigme continue. L'énigme continue. Ouais.
Et ce qu'on ignore généralement du Chevalier d'Éon, Evelyne Levert, et que j'apprenais bien en lisant votre livre, c'est son immense érudition, sa passion pour les livres. Pour les livres. Ça le prend là, très très jeune. Il a une des bibliothèques les plus extraordinaires, avec plus de 6000 volumes, des manuscrits. C'est un intellectuel et c'est un homme qui écrit. Et lorsqu'il va avoir tous les problèmes que posera son identité sexuelle, l'écriture devient un exutoire. Et il a laissé quantité de textes autobiographiques qui se répètent et se contredisent aussi. De temps en temps, il parle au masculin, de temps en temps, il parle au féminin, et il devient délirant. Il s'était approprié, peut-être malgré lui, sa propre ambiguïté. Il s'approprie sa propre ambiguïté et il veut se prouver à la fin qu'il est femme. Vous ne connaissiez pas le Chevalier d'Éon au Vietnam et dans les prisons du Vietnam, non? Non, vous découvrez. Et vous, Dominique? Ah oui, je connais très bien. Mais pour vous, c'était un homme ou une femme? Ben, je ne sais pas, moi j'étais un peu victime de la légende. De la légende. Qu'il a lui-même fait courir, d'ailleurs. Est-ce qu'on sait comment, c'est pas une question négligeable puisqu'il s'habillait en femme, comment il était physiquement? Il était grand, petit, il avait des traits très virils ou très féminins? Non, alors justement, il n'y a pas de véritable portrait, il y a des gravures, il y a des choses obscènes, mais il n'y a pas de portrait fiable. C'est pourquoi il n'y a pas de portrait dans mon livre. Mais quand les juges ont déclaré femme, est-ce qu'ils l'ont examiné d'abord? Alors justement pas. Oui. Justement pas. Et c'est pour ça qu'ils considèrent que c'est une sorte de viol. Oui. Parce qu'il y a juste 2 témoins qui sont tout à fait douteux. L'un est un garçon chirurgien qui dit « Oui, il a eu une chute de cheval et je l'ai soigné et j'ai vu que c'était un female disorder. » Non. Et puis, mais ça, c'est la délicieuse pudeur anglaise. On juge quelqu'un femme sans l'observer. Oui, sans l'observer. Et lui n'est pas là. Alors, si, lui, alors là, parce c'est un profond narcisse, et c'est lui qui a fait une mise en scène extraordinaire avec un diplomate français qui est venu lui demander si c'était un homme ou une femme, et il lui dit « Tenez, donnez-moi la main », et il s'est fait palper par ce diplomate français. Il l'avait fait évidemment, il s'était accommodé comme il fallait pour que l'autre pense que c'était une femme. Et il écrit au roi, le diplomate français écrit au roi, mais le Chevalier d'Éon est une femme, j'en ai la preuve, et il m'a etc. Il raconte, et ça c'est dans le courrier diplomatique, ce ne sont pas des alors il faut dire qu'il a vécu dans l'oubli et la misère les dernières années de sa vie, et à Londres. À Londres, oui. Où il est mort. Oui, c'est le comté du Middlesex. Vous restez avec nous parce que d'abord c'est bien que vous soyez là et que vous participiez, mais tout à l'heure vous allez nous parler de Isabelle de Bourbon-Parme dans la bibliothèque que vous dirigez chez Taillandier, avec un livre qui est très intéressant et une édition qui a été établie par Elisabeth Badinter. Dominique Fernandez, en août 1944, on commence comme ça, parce que moi j'ai adoré le livre, hein, je le dis, et Charles Dantzig ne va pas tarder à l'aimer dès qu'il aura fini. Mais il l'a déjà lu, c'est un très beau livre, oui, bien sûr. Paris, août 1944, attend sa libération. Et c'est le 5 août, un jeune garçon de 15 ans va assister à l'église de Saint-Germain-des-Prés à la messe consacrée à son père. Enfin, il conduit le deuil, comme on faisait à l'époque. Vous étiez le premier derrière le cercueil. Derrière le corbillard, parce qu'il y avait des corbillards avec des chevaux qui allaient de la maison du mort à l'église, Saint-Germain-des-Prés. Moi, j'avais 15 ans, et la veuve était derrière, et j'étais tout seul là. La deuxième femme de votre père. La deuxième femme, oui. Et puis ma sœur, mais moi, j'étais tout seul. La première femme a assisté? Oui, je crois, mais dans les bas-côtés, là, parce qu'ils étaient brouillés. Comment vous dites, je crois, elle ne vous l'a pas dit? Elle qui est morte en 1945. Elle ne m'a jamais parlé de mon père. On va voir qui était cette femme. Et depuis 65 ans, vous vivez avec le souvenir, la présence et peut-être la souffrance d'avoir eu un père, on le disait tout à l'heure, brillant, beau, enfin on le disait à l'époque, est devenu collabo. Et maintenant, il vous fallait le raconter comme... Et le souvenir, apparemment, à travers le livre, etc., le souvenir du 5 août vous est resté très présent. Ah oui, mais je le vois comme si j'y étais. C'est quand même très fort comme image. D'abord, la mort du père, c'est quand même 15 ans. En plus, il y avait le contexte politique. On savait que Paris allait être libéré dans quelques jours. Il y avait donc toute l'état-major de la collabo qui assistait à l'enterrement. Il y avait Drieux, il y avait Heller, il y avait des Allemands en uniforme. Mauriac. Et alors, dans les bas-côtés, cachés, parce qu'ils étaient dans une sorte de semi-résistance, les anciens amis de mon père qui désapprouvaient son virage à droite, mais qui étaient quand même venus témoigner de leur fidélité. Il y avait François Mauriac, il y avait Jean Paulhan, il y avait la jeune Françoise Verny, qui avait 18 ans, qui s'appelait Françoise Deltil à l'époque. Donc déjà, je sentais qu'il y avait une ambiguïté. Ces visages,
ses sans présences. ambiguïté. Il y avait à la fois la collaboration qui assistait et la résistance. Donc c'était extrêmement troublant et c'était un moment très fort. Oui, vous dites, il y avait deux Ramon, le gaucho mal dégrossi, d'abord c'est vrai Oui. qu'il venait d'une tradition mexicaine et du Mexique, et qui gardait ses origines mexicaines, et l'intellectuel raffiné, parce qu'il était un grand Ah oui, intellectuel. il a eu la chance de connaître Proust pour la Première Guerre mondiale, il avait donc 20-22 ans, il était très proche de Proust, Proust venait le voir pour lui demander de prononcer des mots en italien. Il lui a écrit 3 lettres. Oui, il a écrit 3 lettres, en fait celles qui sont d'autres Vous avez ont perdu. Ils se voyaient tout le temps, tous les jours, pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, il a connu très bien Gide, Malraux, enfin, Mauriac, Bernanos, enfin, J'ai vu tout ce qui a Raymond compté, Aron. Céline, Et les plus grands intellectuels et dans jusqu'à Marguerite l'entre-deux-guerres. Duras, puisqu'à la fin de sa vie, ils habitaient l'un au-dessus de l'autre, rue Saint-Benoît, Marguerite Duras au 3e et mon père au 4e. Marguerite Duras était dans la Résistance. Elle était un peu amoureuse de lui. Elle Lui était a-t-elle amoureuse de dit lui. après ou non, elle vous l'a Et- dit à vous. Mais alors, c'est quand même extraordinaire parce qu'ils étaient très proches. Et un jour, en 1943, ils se rencontrent dans l'escalier. Chacun savait ce que faisait l'autre, très bien. Et il lui dit, Ramon, il ne faut plus nous voir parce que j'entre dans la résistance. Aujourd'hui, oui, on voit que c'était beaucoup moins tranché qu'aujourd'hui. Oui, oui. Et alors, vous habitiez au Je 2e et au reconnais 4e. Lui, il devait recevoir des officiers les officiers allemands, allemands, et les collabos, vieux, etc. tout ça. Et lui- et Duras pouvait rêver qu'elle recevait des résistants. Ben, elle a Peut-être reçu qu'elle les même recevait vraiment. François Mitterrand, vous savez, s'est caché chez elle après son évasion. Et elle ajoute qu'il fut roi dans le silence et la discrétion. Et pour moi, c'est le plus bel hommage à mon père. la part Ramon de avait Duras. une mère terrible, Alors, omniprésente, ça, j'ai bien connu autoritaire. parce qu'elle est morte très vieille. Ouais. Une femme très belle qui a fondé le Vogue français, grande journaliste de mode, impérieuse, veuve, très jeune, donc élevant seule son fils. Et surtout à cette époque, elle n'a pas voulu se remarier pour se consacrer à son fils, c'est-à-dire se consacrer à le détruire en quelque sorte. Elle a détruit. l'aurait ou elle l'a un peu détruit. Oui, elle l'empêchait d'avoir un métier, D'avoir lui des payait- femmes. Choisissait presque les femmes. Oui, elle voulait pas qu'il se marie. Elle lui payait des Bugatti, des Harley Davidson. Il faisait une vie de playboy alors qu'il n'avait pas tellement d'argent que ça. Mais et il n'a jamais eu de métier de toute sa vie. Ouais. Il vivait de piges et des salaires Gallimard qui sont, vous savez, assez Et chiches. puis, on trouvait qu'il était un très beau danseur de tango. Il avait été Il y avait une magnifique. phrase de Vladimir Yankelevitch, le Oui. grand philosophe. Il dansait comme un dieu. Il dansait le tango comme un dieu. Et en même temps, on le voyait beaucoup au cœur du Paris littéraire de l'époque, l'IP et la NRF, Gallimard. Oui. Il était connu partout. Il était, vous dites, la conscience littéraire de la France à ce moment-là. Oui, parce que c'est le Sans cri- exagérer, là. C'est C'est pas le fils qui en fait non, trop non, avec la son Révolution père. française a été vraiment la plus importante. Il n'y en a plus comme ça aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout le monde, tout ce qui avait du talent, de la pensée, était là, à peu près. Et mon père était le critique régulier, il écrivait tous les mois pendant 20 ans, y compris pendant la guerre, d'ailleurs, pendant la collaboration. Et il a amené lui-même Saint-Exupéry, c'est lui qui l'a amené chez Gallimard, par exemple. Duras, c'est lui qui l'a amené pour son second roman. Le premier n'est pas au Giplon. Enfin, et beaucoup d'autres comme ça. Il a été vraiment au centre. Il a contribué à lancer Céline, à lancer Malraux. Enfin, il a été vraiment... Il ne se trompait pas, parce que j'ai relu tous ses articles, écrits à vif, quand on ne savait pas qui serait célèbre vraiment ou pas, et on voit qu'il s'est presque jamais trompé. Il a Avec- écrit un livre sur Proust très Ah, important, oui, un des oui. premiers livres sérieux sur Proust, Oui, oui, parce que oui. Proust était la proie des Qui est mondains avant réédité lui. là, par les éditions Grasset dans les Cahiers Rouges et qui est considéré par les spécialistes de Proust. Je parlais avec quelques amis et certains étudiants de Normal Sup qui disent que c'est un des meilleurs Oui. sur Et alors, Proust. ce livre a été publié en 1943. Oui. Alors, Proust, juif, homosexuel, décadent, entre guillemets, c'est Dreyfusard. dans le contraire de l'idéologie aussi bien de Vichy que des nazis. Et donc, c'est comme un acte de résistance. Moi, je Oui, trouve il que c'est ne faut pas exagérer. Ah, N'en si. faites pas un résistant. Non, je ne cache rien. Ouais. Il a collaboré, c'est un collabo, mais en même temps, je pense qu'il désapprouvait ce qu'il faisait lui-même. Il était partagé entre lui. Et il a fait comme l'éloge de Bergson en 1941. Les Allemands avaient interdit
qu'on fasse éloge du philosophe juif, et lui, il l'a fait plusieurs fois. Parce que la chose étrange que Dominique Fernandez raconte, c'est qu'il était collabo du côté des nazis, mais sans être antisémite, apparemment. Il n'était C'est pas ça du tout qui était antisémite. Oui, oui, mais enfin, Et- comment on peut ne Oui, pas voilà, être c'est ça, antisémite c'est ça. et suivre. Alors, on entre tout de suite là-dessus, parce Mais- que je voulais parler de votre mère, on va y Je venir. ne veux pas le blanchir, hein, je mais suis très d'autant plus sévère que pour on tout est ce qu'il a impressionné fait. par l'authenticité, la vérité, la force Il a fait le du voyage à récit de Weimar, Dominique. c'est une de ses plus grandes fautes quand même, Oui, le fameux mais voyage. l'humaniste, l'ancien Oui. socialiste SFIO, devient un admirateur du fascisme et du type qui était le pire à l'époque, enfin un des pires, Jacques Doriot. Oui. Mais comment est-ce possible? Alors, et puis il y a les écrits de Doriot. Est-ce que Doriot, l'horreur, racontait comment il pouvait soutenir sans être lui aussi, un tant soit peu, partisan, ce qui était en train de se faire sous le régime de Bien sûr, de Pétain, et en même temps antisémite. Mais je crois d'abord il y a eu la fascination intellectuelle pour l'homme d'action, parce que Doriot est un ancien ouvrier, vous savez, un ancien bras droit de Thorez, communiste, tout ça. Un peu la brute. Et puis, c'est surtout l'échec du mariage. Mon père était complètement, voulu par lui d'ailleurs, il a été tellement déboussolé, tellement déconstruit, qu'il a cherché le chef. Il s'est trompé de chef. Moi, je pense qu'il aurait pu être gaulliste aussi bien. Ah ouais. Parce que De Gaulle, c'était Ouais. aussi un chef. Ouais. Il a écrit des articles favorables au Troisième Reich, à son Oui. chef. Est-ce qu'il admirait Hitler, votre père? Non, pas du tout. Pas du Il n'y a tout. pas un article un peu Non, 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 ambigu? non. Il a fait l'éloge de Goebbels, Ouais. ahurissant, en venant de Weimar. C'est le Parce voyage qu'il a des fait ce écrivains, voyage avec avec des Drieux, artistes et des Brasillac, tout ça. intellectuels. Et il a écrit dans le match de l'époque, qui s'appelait Signal, ou je ne sais plus, il disait que Goebbels avait des yeux maritimes. Ce que je ne sais pas si c'est foutu de lui ou C'est pas. un moment où il écrivait mal. Oui. Non, mais je crois qu'il se fout, moi, à mon avis, Mais est-ce qu'il lui il y est avait un arrivé double... Enfin, Est-ce qu'il lui est arrivé, Dominique Fernandez, de dénoncer des juifs ou des Non. résistants, comme cela arrivait tout le non, temps au contraire, aux lui, il a fascistes dont sauvé il des était proche? juifs. Et ça, Robert Bordard, vous savez, qui était le premier Oui. directeur de son Pompidou, qui est mort maintenant, Oui, qui était un gaulliste. qui était un gaulliste, il lui a dit, au moment- qui était un élève de mon père lui a dit, maintenant Robert, filez en zone libre, c'était donc encore avant jusqu'en 1942, parce que vous allez être pris. Mon père a sauvé des juifs, et il n'était pas et tous ses écrits, il n'est absolument pas antisémite, c'est ça que je ne comprends pas. Ouais. Brasillac était antisémite, Drieux était antisémite, Chardon était pro-allemand. Comment est-il mort? Pardon? Comment est-il mort, Ramon? Bah, vous savez, il savait très bien qu'il faisait une gigantesque connerie, et il s'est mis à boire beaucoup. On va voir pourquoi. On va Et- essayer de comprendre aussi Oui. pourquoi, parce que vous racontez son mariage avec Liliane Chaumette, Oui. votre mère. Vous en faites une femme de grande qualité, brillante, peut-être un peu corsetée. Et c'est un très, très beau portrait. Vous êtes un peu sévère avec elle, non? Non, je suis pas sévère, la pauvre, parce qu'elle, c'est une fille d'instituteur pauvre, de l'Auvergne. Donc, le contraire du milieu de mon père, qui était un milieu mondain, mode, Bugatti. Elle, c'était une... Vous savez, surtout à cette époque, c'était une des premières femmes profs, ma mère. D'abord agrégée avec, vous dites, Agrégée. 100 points d'avance Oui, sur la seconde. elle était Remarquable. à 20 ans agrégée, mais à l'époque où les femmes avaient une mission, c'était les bonnes sœurs un petit peu, c'est le début de l'enseignement des filles. Et ma mère était rigide par caractère et par éducation, et donc elle tombe amoureuse de mon père et réciproquement, mais les cultures étaient tellement différentes. Les comportements. Les comportements, mon père faisait des dettes qu'elle devait payer avec son salaire de prof. Ouais, il était un peu noceur, enfin un peu, beaucoup Oui, noceur. il avait des maîtresses. Et Elle le savait. Et elle le savait. Et vous assistiez à des Non, disputes non, familiales, Vous savez, conjugales? ils sont séparés, moi j'étais tellement petit, Ah ouais, ouais. j'avais 4-5 ans. Ouais. Donc, Mais après, j'ai pas de avant souvenir. d'aller à son enterrement et d'être le Oui. premier derrière le cercueil, est-ce que vous avez vu quelquefois votre père entre, je sais pas, 10 ans, Oui, 12 ans, 14 ans, comme ça? pendant chaque dimanche, c'était le contrat, enfin, on allait déjeuner avec ma sœur chez mon père. Mais j'étais trop petit pour lui, je ne l'intéressais pas du tout. Et puis lui, il était très tourmenté. Les images que j'ai de lui, Vous dites, il s'est jamais occupé de vous. non, ça, Il j'ai a pas été le souvenir absent. d'une seule phrase qui m'est dite, personnellement. Ah ouais. Et est-ce que par réaction, alors que vous étiez adolescent, donc au moment où votre père est mort, vous étiez quoi politiquement pendant la guerre? S'il y en a Moi, quelque j'étais chose politiquement à gaulliste. 15 ans, mais... Moi, j'étais au lycée Buffon, qui était un lycée de résistants. Les profs disparaissaient. Il y avait même des élèves fusillés. Donc et puis ma mère était gaulliste. Et Georges Bidault, qui était le chef de la résistance, se cachait chez les meilleurs amis de ma mère. Et je voyais souvent Bidault. Et donc, j'étais partagé. Mais là, moi, il n'y avait pas d'équivoque pour moi. Moi, j'étais gaulliste. Mais et vous le, et je vous le voyez désapprouvais. régulièrement. Oui, mais je désapprouvais mon père. Je désapprouvais sa politique. Enfin, mais je le voyais parce que, vous savez, à 14, 12, 13 ans, Au bout de 6 ans, votre mère le quitte.
et Oui. vous Pour changez l'argent, de elle m'a dit. déménagement, Elle m'a dit etc. oui. Et vous voyez la dégradation et le déclin. Alors il s'est mis à L'alcool. boire, et son médecin, au début de la guerre, lui dit il ne faut plus boire parce que vous avez quelque chose au cœur, et il a bu de plus en plus, et au fond sa mort c'est une sorte de suicide déguisé. Comment il faut parler de lui aujourd'hui? Comment il faudrait traiter Ramón Mais d'abord comme Fernández? écrivain, comme Pour qui son vous le œuvre. prenez aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui compte, c'est son œuvre. C'est pour ça que j'ai fait rééditer, je suis heureux, le Proust et Messages, son premier livre, qui a fait sensation à l'époque. Le Molière a déjà été réédité, il faudrait rééditer le Balzac, le Gide, qui est remarquable. C'est donc un grand critique, un grand esprit. Pour vous, Voilà, c'est ça qui son compte. fils, je ne sais pas si vous sauvez son image, vous essayez de le réhabiliter à Mais c'est comme travers ça. l'homme critique littéraire. L'œuvre, c'est l'œuvre. c'est Oui, pour mais ça vous qu'on en n'oubliez parle. pas la partie noire. Non, j'oublie pas. Mais vous me dites ce qu'il faut Oui. sauver, ce qu'il faut Vous. garder. Et alors, ce qui est très frappant, c'est qu'à l'étranger, depuis 50 ans, il est beaucoup plus connu qu'en France. Enfin, Alvaro Mutis, le Colombien, m'a dit, quand je l'ai connu, il m'a dit je connais son œuvre par cœur, parce qu'eux n'ont même pas su ce qui s'est passé pendant la guerre. En France, c'était un petit pays lointain. Et donc, eux, c'était l'écrivain, le Proust qu'ils avaient marqué, le Puis c'est Molière. sur Balzac, les Oui. articles, Et les articles, parce qu'il y a beaucoup le d'articles. Molière, etc. Oui. Vous dites, pour essayer de comprendre, et apparemment vous nous avez encore répété que vous ne savez pas Non. encore expliquer pourquoi. Mais vous dites, vous écrivez, faut-il incriminer la faiblesse de caractère, la défaillance du jugement, le complot des événements, les antécédents familiaux, le fatum des anciens? Est-ce que vous avez la réponse? Tout à la fois. Il ne faut pas oublier que les années de guerre, les années d'avant-guerre étaient extrêmement confuses pour tout le monde. Hein. Les uns devenus communistes, les autres fascistes. Entre 1937 et 1940, il y a eu une espèce de pagaille politique effrayante. Et puis aussi, au début de la guerre, on ne savait pas qui gagnerait la guerre aussi. Je crois qu'en 1941, les communistes étaient pro-allemands, il faut se rappeler, je crois que j'ai en 1941. Donc tout ça, c'était... Oui, en même temps, il y a des gens qui ont pris les positions tout de suite. Et Oui, puis- certains, mais très Voilà. peu, Oui. très peu. Et puis, il y a certains qui sont partis, certains qui ont Enfin, ce qui est résisté, intéressant, etc. c'est qu'il y avait une ambiguïté perpétuelle aussi, Oui. même au début, finalement, parce que c'était aussi au début un mondain qui s'intéressait à la littérature. Oui. Il y a aussi une ambiguïté Oui. là qui est intéressante. Et puis, le témoignage d'Edmond Michelet est très important, que je Grand livre à la gaulliste. fin. Le premier résistant, parce que dès le 17 juin, il résistait. Il a été 20 mois à Dachau. Et alors, qu'est-ce qu'il disait? Et en 1947, il invite ma sœur qui est aînée, donc qui était, moi j'ai encore un enfant, à un colloque. Elle l'invite sous le nom de Irène Ramón Fernández, et elle va lui dire, mademoiselle, j'ai toujours et j'admire votre père. C'était la conscience critique et intellectuelle de mon éducation. Il ne m'a pas dit un mot de la politique. C'est Oui. extraordinaire. C'est-à-dire vous avez collationné tous les archives, tous les documents, Et les tout souvenirs, depuis, les souvenirs personnels de ma Vous avez sœur. enquêté, je veux dire, c'est une enquête de 60-65 ans et vous le Oui. portiez en vous. Et vous dites tout, et parfois avec une brutale franchise, en particulier l'hypothèse de l'homosexualité Oui, de, ça, je pense de, que- de Ramón, votre père. Il a écrit un roman qui lisait à Proust sur l'homosexualité pendant la Première Guerre. Et Proust lui dit c'est mauvais, alors mettez ça de côté. Donc il n'a pas été publié. Mais je ne connais pas d'exemple de quelqu'un qui écrit un roman à cette époque sur l'homosexualité sans être concerné de très très près. Et alors, vous racontez qu'un jour, Aragon vous a confié, Oui. d'ailleurs il aurait pu se taire, qu'il avait surpris dans le même Non, lit. non, c'est Fargue a dit à Aragon Ah, donc, qu'il avait surpris mon père Edrieux au lit. nos lits. Exactement comme ça. Mais tout est-ce ça, qu'il faut les croire? c'est pas, pour moi, c'est pas une preuve. Non, parce Non. qu'Aragon était Mais le fait qu'il ait écrit un livre non plus, mais il Non. l'a été. Non. Là aussi, les ambiguïtés, le mystère. Non, mais quand même, il a écrit un livre sur Gide en 1931. Je sais que Corridon, le livre où Gide parlait de l'homosexualité, a été désavoué par tout le monde. Les amis de Gide lui ont dit qu'il ne fallait pas publier ça, les ennemis encore plus. Et mon père a dit consacre un tiers de son livre sur Gide au chapitre de Corridon en disant que c'est la clé de l'œuvre de Gide. C'est la première fois qu'on disait ça. Donc tout ça, Il faut sont aimer des la signes. littérature et sont plonger des dans signes. Voilà. les critiques de votre père. Qu'est-ce que vous ont appris les 62 carnets que vous avez découverts, Bah, ça, écrits c'est par votre mère ma mère, pendant en bonne 60 ans? protestante, avait l'habitude de noter chaque jour ce qu'elle faisait, ce qui est d'ailleurs très, très intéressant chronologiquement. Bah, j'ai appris toute la chronologie des fêtes, les dîners, par exemple la société littéraire entre les deux guerres,
Il y a chez ma mère dîner avec Malraux, déjeuner avec Mauriac, thé chez Paulan, Céline nous rend visite. Tous les jours, il y avait à cette époque-là une activité qui n'existe plus aujourd'hui. Encore une liste. On allait au bistrot qui coûtait Vous pas avez cher. admiré intellectuellement aussi votre mère, mais vous avez aimé et vous aimez encore votre père. C'est ça qui. Moi, je suis amoureux de mon père. Ma mère, je ne l'aimais pas. Je En la dépit du craignais. souffre et de l'opprobre. Oui, le Peut-être père. à cause, je dirais. Vous savez qu'on aime. D'abord, il était absent. En plus, il était failli, puisqu'il c'est un désastre, sa vie. Et c'est ça qui attire l'amour, plus que la vertu, forcément. Vous êtes aussi père de famille, vous avez une fille Oui, et un fils. Comment s'appelle votre fils? Ramon. Ramon IV, je lui dédie le livre, parce que mon arrière-grand-père s'appelait Ramon, mon grand-père Ramon, mon père Ramon. Moi, j'ai sauté la liste des Ramon. Je regrette d'ailleurs, mais enfin, bon, c'est comme ça. Et donc, j'ai Il s'appelle Ramon Fernandez. Voilà. C'est lourd, non, à porter? Non, mais lui, c'est quand même. Oui, il s'en fout. Il y a du temps, oui. En gros. Et puis le livre va aider peut-être. Ah, ça peut être lourd, pardon Jean-Pierre, ça peut être lourd à porter. Le petit-fils d'Oscar Wilde ne porte pas le nom de son grand-père et quand je l'ai rencontré, il s'appelle Hollande parce que la femme de Wilde, quand elle a divorcé, était tellement embêtée dans toute l'Europe qu'on l'a chassée des hôtels. Elle a été obligée comme une mesure. Oui, mais le petit-fils en Mais 2008, il quand je... revient au nom de Pas Wilde. du tout. Mais Alors, c'est pas du Berlin tout. Holland, Il si. conserve- Madame Duong Tu Yong, on va l'écouter au Zénith. Au Zénith, roman traduit du vietnamien. Magnifique roman qui dit beaucoup du Vietnam et de vous-même. Est-ce qu'on peut dire quelques mots pour prolonger ce que nous disions tout à l'heure? Vous avez vécu de près la guerre du Vietnam contre les Américains. Oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez? Moi, j'étais animatrice qui amène en troupe des artistes amateurs pour servir les soldats, les blessés et les victimes de la guerre. Oui. Et vous avez assisté à des opérations militaires, vous avez subi des bombardements. Oui, parce que je quitte mon pays natal au nord pour aller dans la frontière province de Quảng Bình. De province de Quảng Bình, on passe sur les frontières de Laos et les autres régions. Dans un entretien excellent d'ailleurs avec Marie-Françoise Leclerc dans Le Point, vous avez expliqué que vous avez connu l'horreur pendant la guerre, etc., et que vous n'avez pas eu peur. Mais ce qui vous a plus marqué, terrorisé, c'est le mariage avec un homme violent qu'on vous a imposé. Comment c'était possible dans un tel Oui, régime? c'était impossible, c'est vous, mais je crois que c'est très possible, c'est probable, c'est le pays mal développé. Parce qu'il y a que des hommes qui imposaient la force pour épouser les femmes. Oui. Et qui se comportaient mal comme ça avec les femmes? Bien sûr, bien sûr. Quoi, ils les battaient? Ils les battaient des violemment. héros communistes qui donc, tabassaient leurs épouses. Voilà. Je crois qu'il y a des choses mal compliquées, c'est vous, parce que c'est vous, c'est un autre pays, et le nôtre, c'est un autre monde. Et là, le barbarie qui existe normalement. Les maris qui maltraitent, qui frappent les femmes comme de rien n'était. Voilà. Ouais. Voilà. Et vous avez divorcé au bout de combien d'années? Je demande le divorce en 1974, mais ça ne marche pas parce que mon père qui m'interdit de divorcer. Si nous divorçons, c'est humilier la famille. C'est dégrader la réputation familiale. Voilà, jusqu'à 1980, j'ai réussi de divorce parce que mon père qui quitte le Nord. Oui. Et il fallait du caractère. D'accord. Hein, pour vous, il fallait du caractère. Et après la guerre, j'ai lu que vous avez été écrivain nègre de généraux vietnamiens. Qu'est-ce que vous faisiez avec eux? J'écris l'histoire des grandes divisions pour les généraux. Je gagne l'argent et les généraux qui signent son nom sous. Voilà, c'est ça. Ouais. Et à quel moment vous avez cassé avec le régime de Hanoï? Ça commence même dans la guerre, mais dans la guerre, on ne peut faire rien. Parce que dans la guerre, je trouve la vérité, ce n'est pas la guerre contre les envahisseurs, mais c'est une guerre stupide. Et donc, le peuple qui sert comme un tampon entre les deux wagons historiques, c'est dommage pour notre peuple. C'est une guerre la plus stupide dans notre histoire. Donc, vous avez fait entendre de votre point de vue la voix de la résistance et de la démocratie. Vous avez été arrêté, libéré et mise en résidence surveillée. Oui. Jusqu'en 2006.
Oui, jusqu'à 2005, j'ai gagné un prix littéraire italien. Et l'ambassade italienne qui se bat pour récupérer mon passeport. Voilà. L'écriture a été la résistance et d'une certaine façon vous a aussi sauvé, ou vous a donné une part de liberté. La littérature, pour moi, c'est le dernier rêve qui ne sert rien pour mon survie. Oui, je me sauve grâce à mon petit frère qui m'a sauvé 2 fois pour les accidents qu'il organisait pour les polices. Mais je crois que c'est le destin. C'est pas littéraire. Excusez-moi, parce que vous êtes des gens qui aiment littéraire, mais dans mon pays, littéraire qui ne joue pas un rôle très important comme c'est vous. Dans votre pays, est-ce que les Vietnamiens peuvent lire les livres de Duong Thu Yong? Maintenant, non, depuis que le jour que j'ai sorti de la prison, c'est interdit totalement. Mais avant, c'était une période encore la fille bien aimée du parti. Et donc, je suis l'auteur assez bien ça. Oui. Alors, c'est aussi, le livre, c'est aussi le rappel que l'histoire est toujours une tragédie. Et le récit, c'est une tragédie du pouvoir, et à travers Ho Chi Minh. Pourquoi vous avez choisi Ho Chi Minh? J'essaie d'être le plus simple. Non, je vous disais depuis longtemps, plusieurs fois que je n'ai pas choisi Ho Chi Minh comme sujet de mon livre, mais j'ai croisé cette histoire sur mon chemin de recherche la cause. Donc, les polices que tuent mon ami Liu Quang-Vũ, c'est un écrivain et dramaturge très talentueux. Donc, écrire, c'était aussi venger vos amis. Voilà, exactement comme ça. Hein? Exactement. Comme une vengeance. Oui, parce que lui, il est mort en 1988, jusqu'à l'année dernière, mon livre est sorti juste 20 ans. Voilà. Et en France, on croit, et à l'extérieur, que Ho Chi Minh était un dur, un fanatique. Et vous, vous dites non. Ah non, non. C'est totalement les fantasmes français, non. Ouais. Non. Je crois qu'ici, il y a 2 choses, 2 fantasmes. Le premier chose, c'est les maoïstes français, en 1968. La deuxième chose, c'est la généralisation entre les Mao Zedong et Ho Chi Minh. C'est le deuxième fantasme. Mao Zedong et Ho Chi Minh, ouais. Voilà. Mais pour vous, c'était des hommes complètement différents. Non, ce n'est pas pour moi, mais parce que surtout les faits, les événements que j'ai cherchés depuis 1988 jusqu'à le jour que je mets sur les lignes, sur le papier, c'est vraiment une personne totalement différente avec les images que donc tout le monde... On peut prendre des exemples. Vous dites qu'il ne voulait pas de la guerre contre les États-Unis. Ho Chi Minh. Non, il est contre totalement, mais dans le congrès, le numéro 9, lui, il est parti contre la guerre seulement 6 personnes, pendant que le parti d'accord pour la guerre américaine qui compte 350, voilà, presque c'est comme ça. Ho Chi Minh vous montrait qu'il a été surveillé, qu'il a été contrôlé par ses propres collaborateurs, camarades, comme on disait à l'époque, les camarades. Il vivait surveillé. Et même, ils ont fait, violé et assassiné la jeune femme qu'il aimait. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai fourni la lettre comme document pour tous les journalistes. Malheureusement, vous n'avez pas, mais c'est une lettre de son beau-frère qui écrit pour décrire le crime. Oui. C'est presque des secrets d'État que vous révélez. Hein? Presque des secrets d'État. Oui, moi je suis survie, non pas par ma capacité d'écrire quelques lignes, mais grâce à mon petit talent de détective. Voilà. Ouais. Et vous racontez
que lui, il avait choisi de mourir le 2 septembre 1969, c'est-à-dire le jour de la proclamation de l'indépendance du Vietnam, Oui. en 1945. Et comment il est mort d'abord? Volontairement, et il était mort jusque le jour de fête nationale. C'est une sorte de malédiction pour que tu aies le régime. Voilà. Le 2 septembre. Mais jusqu'au bout, ses sbires camarades Oui. se sont servis de lui et lui ont tout volé, même la mort. Oui, bien Qu'est-ce sûr. qu'ils ont fait? Oui. Ils l'ont annoncé que le 3. Il avait dit qu'il était mort le 3. Parce qu'il savait bien que c'est une malédiction. Tout le peuple va connaître très vite. C'est ça qu'il falsifiait la date de sa mort. Ouais. On comprend que vous ne soyez pas lui là-bas. Dans l'interview à Marie-Françoise Lecaire, vous dites « Vous vouliez être championne de ping-pong, trapéziste ou acrobate, et vous lui avez dit « Comme tant d'autres femmes, j'ai sacrifié ma vie de femme. Oui. Oui. » Pour des idées politiques, pour une autre idée de la démocratie? Non, pas mon destin. Parce qu'après la guerre, après le divorce, j'ai une occasion pour refaire ma vie, mais juste ce moment-là, je suis devenue rebelle contre le régime, donc je dois me castrer, voilà. Et maintenant? Qu'est-ce que vous faites Et à Paris? maintenant, malheureusement, je suis trop vieille, monsieur, voilà. Non, mais qu'est-ce que vous faites à Paris? Vous écrivez, vous continuez à vous battre, etc. Ah Je veux oui, pas être à la indiscret. à la fois de mission, voilà. Voilà. Charles Dantzig, vous la mettrez dans la liste de quoi? Des courageuses? Ah, la liste des courageuses, oui, effectivement. Ce qu'elle dit est très, très étonnant, parce que, enfin, dans quelle mesure, quand même, Ho Chi Minh a participé? Parce que là, vous avez l'air presque de l'absous. Dans quelle mesure il est responsable de ce qu'on pensait qu'il était? Je crois que c'est tant de malentendus qui se fabriquaient autour de lui. Surtout, je vous rappelle Ho Chi Minh qui passe ses 20 ans en France. C'est-à-dire, il a imbibé, il a pénétré votre civilisation. Et donc, malheureusement pour lui, c'est la civilisation de l'ennemi. Mais lui qui était quelqu'un désiré par l'intention de résister contre les Français colonisateurs, donc attiré par la mode de vie, la civilisation et ses vécus. Non, mais c'est Voilà. incroyable de nous dire que Ho Chi Minh, dont on croyait un, peut-être oui, Mao Tse-tung, Ho Chi Minh, eh bien, il était contrôlé, tenu par les salopards qui étaient autour de lui, ses camarades de l'époque. Ah non. Parce que si la Chine, c'est la Chine et le Vietnam, c'est le Vietnam. La Chine, c'est l'empire. Le Vietnam, c'est toujours été un vassal envers la Chine. Mao Zedong, vraiment empereur. Ho Chi Minh, un petit roi. Donc, il est roi parce qu'il doit compromis avec les autres. Voilà, c'est ça. Merci de votre témoignage et en même temps de cette sorte de caractère de résistante et de combattante que vous avez. Je vais terminer avec Kevin Levert qui va nous parler, comme je l'ai promis, d'Isabelle de Bourbon-Parme, présentée par Elisabeth Badinter, qui est absente de Paris. Isabelle de Bourbon-Parme, je l'ai découverte toute jeune. Elle est à la fois une jeune femme exceptionnelle. Et pourquoi on dit une princesse philosophe? Qui était-elle? Eh bien, c'est la petite fille de Louis XV. C'est la petite fille de Louis XV qui est née à Parme. Et cette petite a été élevée par des philosophes français qui étaient venus pour son frère, mais c'est elle qui a bénéficié en réalité de leur Négligée par éducation. sa mère, qui l'a eue quand elle avait 14 ans. Oui, négligée par sa mère, et elle épouse le futur empereur Joseph II. Elle arrive donc à la cour de Vienne où règne l'impératrice Marie-Thérèse, et Marie-Thérèse a quantité d'enfants, dont la fameuse Marie-Antoinette qui est bien connue pour nous. Et là, Isabelle de Parme, qui épouse Joseph... D'abord, elle se fait accepter tout de suite par la cour et par l'impératrice Marie-Thérèse, qui est une femme d'autorité qui l'adore, qui est folle d'elle. Mais elle tombe amoureuse d'une de ses belles-sœurs, l'archiduchesse Marie-Christine. Qui avait quel âge? Qui a 22, une vingtaine d'années. Elles ont à peu près le même âge toutes les deux. Et c'est un amour fou. C'est un amour fou, surtout de la part d'Isabelle, on a l'impression. Et on n'a que les lettres d'Isabelle, à part une lettre de Marie-Christine. Et elle lui envoie, elles habitent le même palais, et elle lui envoie pratiquement quotidiennement ce qui serait aujourd'hui des emails. Et
dans ses emails, elle lui déclare tout le temps son amour, elle lui parle de ses petits mécomptes quotidiens, et il y a des passages qui semblent ne laisser aucun doute sur la nature de leur liaison, alors qu'elle est en même temps adorée par son mari. Oui, oui, oui. C'est ça qui est Et qui en a extraordinaire. gardé le culte très longtemps après sa mort. Elle est morte très jeune, elle est morte à 22 ans. Oui. Elle avait, comme dit Elisabeth Badinter, l'obsession de la mort, elle n'avait pas tort. Elle meurt de maladie à 22 ans, et c'était une manipulatrice. C'est une manipulation. Elle est extrêmement C'est génial. intelligente. Vous allez lire les lettres, Dominique. Les lettres sont parfois un peu crues. Je peux citer « Je baisse ton petit cul d'archange » ou « Je baisse votre adorable cul en me gardant bien de vous offrir le mien qui est un peu foireux » ou bien « Le visage est un peu malade, mais votre place favorite, non. » Bon, il y a tout. Et en même temps, il y a cette lettre extraordinaire qui est une lettre testament, on peut dire, Oui, laissée à absolument. Marie-Christine pour l'aider à se comporter sa avec survie, en fait. sa survie Sa survie. à l'égard de sa mère et des futurs hommes qu'elle pourrait rencontrer dans sa vie. Et puis il y a surtout l'introduction d'Elisabeth Badinter, qui est en soi un petit chef-d'œuvre. C'est ça, et je le recommande. Mais est-ce qu'on a des traces ou des mots, des lettres que lui a envoyées Marie-Christine? Il y en a une qui est très intéressante, mais Marie-Christine a toujours l'air d'être un peu en retrait par rapport à ce qu'écrit Isabelle. Merci à vous tous. C'était Bibliothèque Médicis, réalisé en 2009 par le toujours aussi fringant M. Philippe Lallemand et préparé par la vaillante Anne-Marie Moreau avec Oriane Jancourt et Anna Markovitch.